s'interroge sur le fait qu'au Congo, aujourd'hui, il est difficile de suivre, pour schématiser, les leaders politiques parce qu'il n'y a plus de doctrine, il n'y a pas d'idéologie. Et il aimerait bien savoir quel contenu je donne au pacte républicain. Ma démarche en politique est tout à fait simple. Je dis, regardons notre pays. Nous sommes sortis d'une conférence nationale qui a été d'ailleurs la plus longue d'Afrique et qui a eu le mérite d'autopsier toute la pratique politique de notre pays en 30 ans d'activité politique. Les conclusions de la conférence nationale, c'était pour moi la voie, d'abord le refus de tout ce qui devait contribuer à la division, parce qu'on en avait souffert, le refus de l'arbitraire, le refus de la conquête du pouvoir par la force, et notre Constitution est là pour témoigner de cela. C'était même l'occasion d'un pardon qui très tôt s'est avéré immérité par ceux qui ont eu ce pardon-là. Nous sommes tombés dans les choses les plus avilissantes pour un pays qui était passé par la conférence nationale. Le retour de l'idéologie, de l'ethnocentrisme, du régionalisme comme mode de gestion de l'État. Première chose. Aujourd'hui, les mécanismes qui ont été mis en place, le comportement de ceux qui ont eu le pouvoir, ont repoussé les uns et les autres vers leur tribu. Je dis, la tribu, la région, est une réalité culturelle de notre pays. Et peut-être que cette réalité subsiste quelque part au fond de nous-mêmes. Peut-être qu'à des moments donnés, comme une réaction à un vaccin, ça ressurgit. Je dis, c'est une réalité dans notre pays. Mais c'est une réalité qui nous a amené à des conséquences que nous voyons sur le terrain aujourd'hui. Mais la seule chose en République qui puisse nous mettre d'accord, qui n'a pas besoin de prendre en considération la tribu, la région, ces sentiments-là, c'est quand même les lois et règlements de notre pays. C'est quand même la Constitution. Au moins, voilà les éléments objectifs. Si nous nous efforçons, les uns et les autres, à les considérer comme étant les éléments recteurs de la vie nationale, nous pourrons au moins nous accorder sur cela. Au moins le consensus peut se faire autour des lois et règlements qui ont été votés par les représentants de notre peuple et qui s'appliquent indistinctement à chaque citoyen congolais. Voilà le sens que je mets au pacte républicain. Lorsque chaque Congolais qui assume une parcelle de responsabilité se réfugiera dans les textes, dans la Constitution, dans tout ce qui est loi et règlement de notre pays, pour résoudre les problèmes, justement, tout cet arsenal est mis en place pour gérer la société moderne. Je dis, le fait que les uns et les autres autour d'un pacte républicain nous accordons sur ces choses est de nature à mettre des garde-fous à des comportements déviants. Voilà ce que je veux dire à travers l'expression pacte républicain. La question sur la démocratie, les Africains ne seraient pas mûrs pour appliquer la démocratie chez nous. Bon, je sais que quelqu'un d'autre a dit plusieurs sociétés, plusieurs types de démocratie. Mais les principes démocratiques, je pense, à la base, sont les mêmes. Mais il s'agit que dans les pays, chacun, en fonction de ses valeurs culturelles, il adapte ce principe à
sa tradition, à sa culture, etc. Donc on ne peut pas dire, effectivement je ne suis pas d'accord avec, je suis d'accord avec le frère qui a dit que, bon ben, transposer une démocratie, prendre celle qui est pratiquée ici en France et la calquer sur le Congo, ça ne pourrait pas marcher parce que lorsque nous voyons les gens qui nous ont amenés dans cette voie, vous prenez la France, vous prenez l'Angleterre, vous prenez les États-Unis, c'est des pays qui pratiquent la démocratie, mais c'est trois démocraties différentes dans la manière dont les choses sont agencées. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est à nous d'avoir l'intelligence et c'est en cela que je réponds un peu à certaines questions. Je dis, nous avons des compétences en Afrique. Prenons conscience, il faut que au moins notre génération prenne conscience que les autres ne viendront jamais bâtir chez nous. Faisons confiance à ce que moi j'appelle élite, mais que l'on pourrait identifier aux compétences. Un pays comme le Congo a des compétences du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Mettons ensemble toutes ces intelligences pour essayer de réfléchir par nous-mêmes à nos problèmes. Je dis aujourd'hui, on jette la pierre sur le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des pays qui ont bien négocié avec ces institutions. Parce qu'ils ont fait confiance à l'élite nationale pour réfléchir les questions. Parce que les gens sont dans un environnement. Ils connaissent mieux l'environnement. Ils connaissent les traditions culturelles de notre pays. C'est à nous de nous armer, de proposer des solutions et de négocier d'égal à égal avec les gens qui viennent. Or, nous cherchons toujours les solutions de facilité. On va chercher des cabinets ailleurs qui parfois, et je peux vous dire une chose, à un moment, je participais au temps du parti unique au conseil d'administration d'une grande entreprise de notre pays. Mais je sais aussi ce que certains cabinets font. On leur demande une étude dans cette entreprise. Bon, ils viennent, comme c'est des gens malins, ils cherchent d'abord ce qu'on n'a jamais fait dans le pays concernant cette entreprise. Ils trouvent les documents. Bon, mais comme ils parlent peut-être mieux le français que vous, ils rédigent peut-être mieux, ils ont des meilleurs appareils, etc. Bon, ils les mettent en forme, et c'est le même document qui a été fait par les experts congolais qu'on vient revendre au Congo. Donc je dis que c'est bien la question sur la démocratie, même si elle a imposé, c'est parce que nous-mêmes, nous manquons de personnalité et nous n'avons pas le courage de réfléchir. Nous vivons, tous nos pays vivent au quotidien. Un pays ne peut pas se gérer au quotidien. Ceux qui ont la charge, la direction d'un pays doivent toujours avoir une vision. La vision, c'est quoi? C'est les études prospectives. Et aujourd'hui, je crois que dans chacun de nos pays, nous avons suffisamment de cadres. Si les choses, si nous faisons confiance à nos cadres, il est possible que nous anticipons sur un certain nombre de choses au lieu qu'on nous les impose de l'extérieur. Je vous ai évoqué très rapidement qu'à un moment, au sein même du comité central du Parti congolais du travail, il y avait une volonté d'ouvrir le parti. Nous étions un système calqué sur les démocraties populaires, qui fonctionnait, on peut même le dire, parfois par mimétisme. À telle enseigne que, quand les choses ont commencé à se fragiliser avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, mais au sein de notre propre parti, les voix ont commencé à se lever pour aller vers une ouverture beaucoup plus démocratique. Bon, ce n'était pas la conférence nationale, mais déjà, au sein du parti, il y avait déjà cette lutte-là. Donc, il y avait un besoin. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'on a été indifférent au discours de La Baule. Le discours de La Baule a été peut-être un catalyseur qui a permis peut-être que cette prise de conscience comment dirais-je, devienne saisissable. Bon, les sociétés africaines ne sont pas... Bon, peut-être qu'on n'appellerait pas ça démocratie, mais vous savez comment fonctionnaient nos sociétés traditionnelles. Il n'y avait pas un chef de village autocratique. Même si, sur la place publique, il venait annoncer les décisions prises pour la bonne marche du village, il s'entourait toujours d'un conseil de sages.
Et le conseil de sage veut bien dire ce qu'il dit. Donc, même dans nos propres sociétés traditionnelles, et si nous nous arrêtions un peu, que nous exploitions nos propres richesses, il serait possible aussi de trouver des formes de gestion démocratique qui n'auraient rien à envier avec aux autres démocraties. Je dis, bon, j'ai pris l'exemple des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, et c'est trois démocraties différentes, même si les principes de base sont les mêmes. Pour que nous allions vers un État-nation, pour nous aujourd'hui, en urgence, il faut réconcilier les Congolais. Il faut que nous dépassions tous les clivages liés au particularisme des uns et des autres. Il faut que nous dépassions cela parce que en 35 ans de vie politique, nous avons vu ce que les recettes du tribalisme, du régionalisme ont apporté à notre pays. Donc je dis qu'il faut aller vers une réconciliation. Il faut aller vers le retour à un état de droit dans lequel les droits des citoyens sont respectés par les pouvoirs en place. Enfin, il faut aller vers une société gérée qui reconnaisse l'égalité de chance des uns et des autres. C'est un facteur de réconciliation. Lorsque, je prends un exemple que j'avais pris au cours d'un entretien comme celui-ci que j'avais eu avec les autres. Prenons que nous soyons dans le Congo retrouve un état de droit, les principes républicains sont respectés, les valeurs d'éthique sont exigées, la justice retrouve son indépendance et est une justice, je dirais, juste. Donc, les petits comportements vicieux que nous remarquons parce qu'un certain nombre de règles de jeu ne sont pas respectées, s'estomperont d'eux-mêmes. Je prends un exemple. Aujourd'hui, notre fonction publique est saturée. Il ne peut plus recruter. Or, pendant longtemps, l'État a été le seul employeur dans notre pays. Il y a quand même le jeu normal, peut-être pas, on n'aura peut-être pas les postes budgétaires suffisants pour recruter les jeunes qui sont sur le marché, enfin qui attendent d'être recrutés. Je dis, si nous réussissons à faire que les choses soient transparentes dans tous les domaines de la vie active de l'État. S'il se libère, par exemple, un poste, nous n'aurons plus à recourir aux méthodes qui font que, comment dirais-je, il y ait des animosités aussi entre les Congolais. Il y a des rancœurs qui peuvent exister entre deux Congolais qui remplissent les mêmes conditions, et parce que l'un d'eux a un frère ou un parent qui est bien placé, c'est celui-là qu'on recrute. Or, si nous avons des mécanismes qui sont des mécanismes sains, avec des gens sérieux, qui acceptent un peu, où les principes que j'ai énoncés sont respectés, un concours pourrait faire que, bon, mais moi si je joue au concours, si je sais que le concours a été corrigé de façon honnête, je ne vois pas pourquoi j'en voudrais à quelqu'un, même si c'est son frère, qui a supervisé le concours. Donc je dis, l'État-nation ne pourra être créé que dans la mesure où un certain nombre de règles, un certain nombre de principes sont respectés par les uns et les autres et appliqués par ceux qui ont le pouvoir. Surtout, il a posé une question, il dit « Moi, je rejette la décentralisation ». Non, je ne pense pas l'avoir dit dans le livre. Je dis « La décentralisation ne doit pas être un slogan politique. La décentralisation, pour moi, doit être précédée par un programme d'aménagement du territoire. Lorsque vous avez préparé les conditions
pour que les régions se prennent en charge en mettant un minimum d'infrastructures, en y affectant les cadres compétents. À ce moment, vous aurez donné un contenu à la décentralisation. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que je suis contre la décentralisation. Je dis, si la décentralisation est un slogan politique, alors dans ces conditions-là, nous n'aurons rien fait. Est-ce que la décentralisation veut dire affecter un préfet du coin, dans son coin, et puis le préfet arrive là-bas, il n'a même pas un véhicule, il n'a même pas une maison? C'est quoi ça? Pour moi, c'est un slogan politique. Et ça, je le rejette. Sinon, je ne suis pas contre la décentralisation. Justement, le développement harmonieux de nos régions passe par une décentralisation bien étudiée, bien contrôlée. Et la première phase de la décentralisation, à mon humble avis, c'est la préparation des conditions dans un aménagement de territoire qui permettrait que la décentralisation s'assèche effectivement. Nous sommes aussi, avec l'évolution du monde, pour essayer de gérer l'économie du pays avec la perspective de nous insérer dans la logique des grands ensembles. Le Congo est un petit pays, 2 500 000 habitants. Bon, quel que soit notre prouesse, je ne pense pas que nous puissions, même si je suis pour la promotion des PME et des PMI, bon, je ne pense pas que nous puissions disposer d'un marché intérieur qui nous permettrait de générer des ressources, plus de ressources pour développer notre économie. Je crois qu'il faut résolument, comme ici d'ailleurs, on devrait même s'étonner que des pays comme celui dans lequel nous nous trouvons, qui ont une base scientifique éprouvée, qui ont atteint un seuil minimum acceptable, qui devrait pouvoir dormir sur ses lauriers, compte tenu de l'évolution du monde, éprouvent le besoin de se regrouper. Mais à plus forte raison, des pays comme les nôtres, qui ne sont pas très loin de l'âge de la pierre taillée dans certains domaines, je crois que nous avons intérêt à approfondir une réflexion qui ferait que, au plan économique, nous agissions dans le cadre des grands ensembles. D'ailleurs, il y a déjà des institutions dans notre pays, dans cette partie, notamment l'Afrique centrale, bon, qui ont été mises en place, qui malheureusement ne trouvent pas la volonté politique nécessaire pour connaître un démarrage effectif. Justement structurel. Bon, je suis d'accord avec M. Kokomba Émile lorsqu'il fait les développements concernant la politique d'ajustement structurel, lorsqu'il rappelle les questions d'équilibre macroéconomique et l'intervention de la Banque mondiale. Dans la situation du Congo, je ne vois pas comment nous pourrions nous passer de l'ajustement structurel. Je parlais il y a un instant de notre structure économique qui est essentiellement fondée sur les entreprises d'État. Et tout le monde sait que ces entreprises d'État ont été gérées comme des offices sociaux, avec aucun respect de la règle, comment dirais-je, de la gestion normale dans les entreprises. Donc aujourd'hui, je considère que nous n'avons même plus d'outils de production. Mais là où je ne suis pas d'accord avec l'ajustement tel qu'il s'opère chez nous, et là on revient à la question politique de l'exclusion, je ne suis pas d'accord. Si on doit faire de l'ajustement, nous devrions nous s'entourer de toutes les compétences, et au Congo nous avons les compétences capables de réfléchir sur le contenu des programmes à négocier avec les institutions internationales. Nous avons les cadres. Et malheureusement, la loi de la tribu, de la région, a fait que
Mais les cadres, bon, malheureusement, qui ont assumé des responsabilités et qui se sont frottés à ces choses, qui ont peut-être connu des erreurs à un certain moment, ces cadres aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas de telle mouvance ou ils ne sont pas de telle tribu, bon, ils ne participent plus à l'action au niveau de l'État, à cette réflexion congolaise. C'est pourquoi je dis, pas d'exclusion, à l'envergure de conciliation, faisons appel à toutes les compétences de notre pays, rassemblons nos énergies pour que nous réfléchissions par nous-mêmes, parce que nous avons d'abord les moyens de le faire, nous sommes dans un environnement que nous connaissons, et à ce moment, nous aborderons ces messieurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire dans un débat, à la suite d'une réflexion que nous aurions menée nous-mêmes. Or, nous assistons à quoi? D'abord, je vous dis, si je dis que je suis d'accord avec l'ajustement structurel, c'est parce qu'on est bien obligé. Quand on signe un accord avec le Fonds monétaire international, on ne devrait pas être fier. C'est la mise sous tutelle de notre économie. C'est parce que nous sommes incapables. Donc on ne devrait pas être fier. Donc moi, lorsque les gens disent qu'ils ont signé un accord, bon, ils en font un slogan politique, c'est un succès, mais je me morfonds dans mon coin. Je me morfonds dans mon coin. Le Congo a des ressources. Si nous mettions un peu d'ordre dans la gestion de notre pays, dans la gestion économique de notre pays, bon, vous savez que pendant 2 ou 3 ans, nous n'avons même pas eu de budget. Les quelques recettes qui tombaient au trésor public ont fait l'objet de réquisitions. Oui, mais si on commence d'abord par mettre de l'ordre nous-mêmes, ça nous pouvons le faire si nous voulons. Si nous pouvons au moins mettre de l'ordre là, ça nous pouvons le faire. C'est quand même pas les choses qui sont. Il y a une volonté politique qui ne veut pas que les choses soient comme ça. Donc je dis, lorsque on signe un accord avec les institutions financières, parce que il y a eu une lettre d'intention qui a été acceptée, et on pense que c'est un succès, je dis non. L'ajustement structurel, tel que pratiqué par le FMI et la Banque mondiale, c'est la mise sous tutelle de notre économie. Donc on ne peut pas être fier. Mais malheureusement, la situation est tellement catastrophique que je ne vois pas le Congo. Si on ne met pas d'ordre dans le circuit financier de l'État, on ne met pas d'ordre dans la confection de nos budgets, parce que le budget aujourd'hui, ce n'est même plus un exercice, on comprend quoi? Le budget de 94, bon, on multiplie par un coefficient et toutes les lignes sont reconduites systématiquement. Moi j'étais à l'Assemblée, je sais comment ça se passe. Je dis, le Congo a les moyens de recorriger ces choses, de faire les choses suivant les règles de l'art. Vous voyez ma position sur l'ajustement structurel. Mais nous sommes obligés de passer par là parce que je ne vois pas là, dans 1 an ou 2 ans, comment le Congo peut se tirer d'affaire à partir de ses propres efforts. Mais si nous devons faire l'ajustement structurel, mais au moins nous allions à ce débat avec une réflexion congolaise. Bon, est-ce que l'ajustement structurel permettra de sortir notre pays, permettra les formules imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire nous permettront de nous développer. Bon, je dis pour l'instant, on ne peut pas faire autrement, mais prenons-nous en charge. Il y a des pays qui ont bien réussi à négocier avec ces institutions qui ont apporté le progrès dans leur pays. Commençons d'abord par être sérieux nous-mêmes. Réglons un certain nombre de désordres qu'il y a dans le pays au niveau de l'administration, au niveau du circuit financier de l'État, renouons avec les questions d'éthique au niveau de l'administration, au niveau des responsabilités que les uns et les autres exercent. À ce moment-là, il serait peut-être possible de voir un peu plus clair et de choisir les options Fonds monétaire, Banque mondiale ou non. Avec quels hommes je vais, si j'ai bien compris, mettre en œuvre la vision que j'ai de notre pays. Mais d'abord avec les gens qui ont accepté la rupture avec le passé
et qui s'insère dans le prolongement de la conférence nationale. Je pense que la conférence nationale a été un moment important de notre pays. J'ai parlé tout à l'heure que la conférence nationale a donné un pardon à des gens qui ne le méritaient pas, puisque nous sommes tombés encore plus bas qu'avant. Je marcherai avec ceux qui ont décidé de se remettre en cause et qui partagent des idées simples qui sont les miennes. La transparence dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit comme maintenant ou dans les actions futures. La volonté de dépasser les blocages ethno-régionalistes. La pratique du tribalisme et du régionalisme a montré ses limites. La volonté de renouer la confiance entre les Congolais. C'est à ceux qui ont le pouvoir de rassurer les autres et d'engager une dynamique qui ne soit pas faite de malice. On n'a aucun intérêt à faire que les communautés de base s'affrontent les uns avec les autres. Voilà un peu les gens qui acceptent, bon j'oublie certaines choses puisque je les énumère de tête. Je suis pour ceux qui pensent que il faut peut-être faire aujourd'hui la politique autrement. Il faut éviter d'infantiliser notre peuple. Le peuple a droit à participer à l'action du développement. Il faut que nous créions les conditions pour que notre peuple se prenne en charge. Et nous ne serons respectés que dans la mesure où, même si la coopération demain évolue vers le partenariat, mais nous devions savoir que ceux qui viendront chez nous, ils viendront parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et nous devons avoir une réflexion nationale pour que ce partenariat fasse aussi que nous en tirions notre intérêt au profit de la grande majorité. Mais les partenaires ne viendront chez nous que si on trouve un pays où il fait bon vivre, où il n'y a plus des questions d'insécurité ne se posent pas. Deuxièmement, si on trouve aussi un peuple qui est décidé à se tirer d'affaire. Donc il faut que nous commencions nous-mêmes à nous prendre en charge, à transpirer un peu, si nous voulons que les autres nous respectent et qu'ils viennent coopérer avec nous. La classe politique congolaise doit accepter que les conditions de transparence et d'organisation d'un scrutin libre, que le contenu et la qualité de la campagne ont autant d'importance que le choix de l'homme qui garantira les grandes options que le Congo se sera donné pour son avenir. Dans cette approche, étant donné l'entretien continu des milices partisanes et les convulsions sanglantes dont le pays devient coutumier, on peut envisager, et cela me paraît hautement souhaitable, qu'on se rende aux sollicitations de prévention de conflits qui en découleraient, plutôt que de se résoudre à des recours de style pompier. Mes chers compatriotes, le Congo doit repartir dans une direction choisie librement, sur des bases nouvelles et non pas sur des replâtrages politiques, ni sur des limitations des dégâts du présent quinquennat. Le choix des électeurs opposera donc nécessairement une politique alternative à celle poursuivie jusqu'ici. Il opposera les hommes de l'avenir à ceux qui continuent à se tourner vers le passé, inquiets, selon le cas, de leur gestion ou de leurs antécédents qui tous remuent à nos yeux d'horribles souvenirs et confinent à l'échec. Ces hommes du passé aujourd'hui tentent d'aseptiser leur discours et leur comportement à quelques mois de l'élection présidentielle. Pour ma part, j'ai confiance en notre peuple. Voilà pourquoi je me tourne serein vers l'avenir.
Ma préoccupation est de promouvoir une autre expérience, une autre véritable politique alternative que le pays, le peuple et la jeunesse pénalisée sont en droit d'attendre. S'interroge sur le fait qu'au Congo, aujourd'hui, il est difficile de suivre, pour schématiser, les leaders politiques parce qu'il n'y a plus de doctrine, il n'y a pas d'idéologie. Et il aimerait bien savoir quel contenu je donne au pacte républicain. Ma démarche en politique est tout à fait simple. Je dis, regardons notre pays. Nous sommes sortis d'une conférence nationale qui a été d'ailleurs la plus longue d'Afrique et qui a eu le mérite d'autopsier toute la pratique politique de notre pays en 30 ans d'activité politique. Les conclusions de la conférence nationale, c'était pour moi la voie, d'abord le refus de tout ce qui devait contribuer à la division, parce qu'on en avait souffert, le refus de l'arbitraire, le refus de la conquête du pouvoir par la force, et notre Constitution est là pour témoigner de cela. C'était même l'occasion d'un pardon qui très tôt s'est avéré immérité par ceux qui ont eu ce pardon-là. Nous sommes tombés dans les choses